La myélofibrose est une pathologie chronique de la moelle osseuse. Il s'agit plus précisément d'un cancer chronique de la moelle osseuse. Il est caractérisé par une présentation très hétérogène au niveau de la prise de sang. Il peut y avoir une augmentation du taux de globules rouges comme une réduction du taux de globules rouges. Il peut y avoir une augmentation du taux de globules blancs comme une réduction du taux de globules blancs. Et même chose pour les plaquettes qui peuvent être très élevées comme relativement réduites. La plupart des patients se présentent au diagnostic avec des symptômes systémiques comme une fatigue très importante, des transpirations nocturnes et des bruits intenses. L'âge moyen au diagnostic est légèrement plus avancé par rapport aux autres syndromes myéloprolifératifs chroniques. On parle plutôt de 66 ans. Et la myélofibrose est la pathologie la plus grave dans cette famille de pathologies. Mais aujourd'hui, grâce aux traitements disponibles, nous pouvons en même temps améliorer la qualité de vie de nos patients et aussi augmenter leur espérance de vie. Comme pour toute pathologie hématologique, le premier test est une biologie avec une numération formule sanguine qui va mettre en évidence des tableaux qui sont potentiellement très hétérogènes, très différents dans la myélofibrose. Une fonction rénale, une fonction hépatique sont nécessaires et une exploration de la moelle osseuse, notamment avec une aspiration médulaire et une biopsie osteomédulaire, s'impose au fond de diagnostiquer une myélofibrose. Aujourd'hui, en 2024, le test génétique joue un rôle extrêmement important dans le diagnostic et dans le pronostic de myélofibrose. Nous allons rechercher les 3 mutations les plus fréquentes, notamment le JAK2, le MPL et le CALR, mais nous allons aussi demander à nos collègues du laboratoire de biologie moléculaire de faire ce qu'on appelle un panel de NGS, afin d'identifier toute une série d'ultérieures mutations qui vont être très importantes pour déterminer les risques d'évolutivité de la myélofibrose pour chacun de nos patients. Il reste impératif aussi de vérifier le volume de la rate de nos patients, donc nous allons demander de faire une échographie de la rate et d'évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire de tous nos patients. À ce jour, il n'y a pas une cause spécifique identifiée pour la myélofibrose. Nous savons, comme pour toute pathologie cancéreuse, que la base est vraisemblablement génétique et nous avons déjà identifié de multiples mutations qui sont présentes au niveau de la cellule souche, ça veut dire de la cellule mère, au niveau de la moelle osseuse de nos patients atteints de myélofibrose. Toutes ces mutations vont déterminer un avantage de prolifération pour ces cellules malades qui vont tout doucement remplacer la population normale au sein de la moelle osseuse avec la production d'un tissu inutile qu'on appelle fibrose. Étant la myélofibrose une pathologie très hétérogène, les risques sont très différents. Chez les patients qui se présentent avec une myélofibrose avec un taux faible de globules rouges, le risque c'est de développer ce qu'on appelle des insuffisances d'organes et des transfusions vont être nécessaires. Pour les patients qui se présentent avec un taux de plaquettes extrêmement réduit, le risque est plutôt un risque hémorragique, de faire des saignements. Et là aussi, des transfusions en plaquettes vont être nécessaires. Les patients qui se présentent avec un volume très élevé de globules blancs et avec un volume de la rate plus important ont plus de risques de se manifester avec des symptômes comme des maux de tête, des difficultés à respirer ou des bourdonnements au niveau des oreilles. Par contre, les patients qui se présentent avec un excès de globules rouges sont des patients qui sont exposés à un risque de faire des caillots. Les patients avec trop de plaquettes sont exposés à un risque, une autre fois, de faire des caillots. Et les patients avec trop peu de globules blancs ont par contre un risque de faire des infections. Et donc, ce sont des patients où vraisemblablement on se retrouvera à devoir proposer des traitements antibiotiques. La plupart des patients avec une myélofibrose ont un volume augmenté de la rate. Donc, au diagnostic, ont la sensation d'avoir l'abdomen particulièrement gonflé et certaines fois, il peut être aussi douloureux. Mais le risque le plus important dans la myélofibrose est le risque d'évolutivité vers des pathologies plus graves, notamment un risque d'évolutivité vers ce qu'on appelle une leucémie myéloïde aiguë, raison pour laquelle un patient avec une myélofibrose doit être pris en charge dans un centre d'hématologie spécialisé, idéalement au niveau universitaire. Selon le type de myélofibrose, plusieurs traitements sont aujourd'hui à disposition.
En premier lieu, comme on a déjà vu, certains patients vont avoir besoin de transfusions de globules rouges et de transfusions de plaquettes. Certains autres vont par contre avoir besoin d'une réduction de la masse des globules rouges et des plaquettes. Cette réduction peut être obtenue avec des chimiothérapies à faible dose comme l'hydroxyurée, comme avec d'autres traitements. Il peut s'avérer nécessaire de faire des phlébotomies, des saignées, comme il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des immunothérapies comme l'interféron. Dans la plupart des cas, les problèmes plus importants chez un patient avec une myélofibrose, ce sont les symptômes liés à la maladie. Symptômes qui vont vraiment potentiellement réduire la qualité de vie de nos patients. Et dans ce subset de patients spécifiques, les traitements avec les inhibiteurs de JAK, comme les ruxolitinib, ce sont les traitements les plus efficaces. Aujourd'hui, nous disposons aussi d'autres traitements dans la prise en charge de la myélofibrose, même après échec d'un traitement par ruxolitinib, comme de nouveaux inhibiteurs de JAK, comme le fedratinib ou le momelotinib, et de plus en plus de nouvelles molécules vont arriver dans les marchés dans les prochaines années pour un traitement en monothérapie ou pour des traitements d'association avec un autre inhibiteur de JAK. À ce jour, il trouve une place de plus en plus importante dans la prise en charge de ces patients, la greffe de moelle. La greffe de moelle est un traitement radical, intensif, capable de guérir nos patients, mais ce traitement est réservé qu'à un petit groupe de patients, notamment aux patients plus jeunes et aux patients présentant un risque d'évolutivité vers une leucémie myéloïde aiguë plus élevé. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle du traitement supportif, car en plus de transfusions, nous avons aujourd'hui à disposition des agents comme l'érythropoïétine ou comme les thrombomimétiques capables d'aider nos patients à réduire le nombre de transfusions. À ce jour, le seul traitement curatif pour la myélofibrose, c'est la greffe allogénique de moelle osseuse. Ce traitement est un traitement lourd, gravé par de nombreuses potentielles complications, et c'est pour ça que ce traitement, nous ne pouvons l'offrir qu'aux patients plus jeunes et aux patients présentant un risque d'évolutivité vers une leucémie aiguë plus important. La myélofibrose étant une pathologie très hétérogène aussi, le scénario clinique de nos patients est très différent. Il y a des patients qui vont vivre avec une myélofibrose presque sans avoir des symptômes, des patients qui ont fréquemment découvert la pathologie complètement par hasard lors d'une prise de sang de routine, comme on a des patients malheureusement qui sont gravement malades avec des symptômes qui réduisent de façon importante leur qualité de vie. À ce jour, les traitements à disposition avec les inhibiteurs de JAK sont capables de nettement améliorer la qualité de vie de nos patients pendant plusieurs années. Dans le cas plus grave, la greffe de moelle est indiquée et ce traitement peut être résolutif en permettant aux patients de vivre le reste de leur vie normalement.